Et à présent, l'invité de la rédaction, la question est à la fois opportune et déplacée. Peut-on juger Poutine? Se poser la question, maintenant, apparaît comme une réponse à l'agression de février 2022, une forme de réaction rapide, légitime de ceux qui, attachés au droit, n'acceptent pas que celui-ci soit transgressé avec toutes les conséquences que cela provoque. Déplacé parce qu'on ne voit pas comment on pourrait appréhender et faire juger le chef de l'État russe, en l'état actuel des choses bien sûr. Cette perspective semble davantage donc tenir du désir que de la réalité. Cela n'empêche pas de se poser la question, bien sûr, en se disant aussi qu'il y a des précédents en matière de justice internationale. Aussi, Mathilde Philippe Gay, notre invitée, qui est juriste, professeur des universités en droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3, eh bien, va-t-elle nous renseigner précisément sur cette possibilité? Peut-on juger Poutine? C'est le thème de sa réflexion qui fait l'objet d'un essai aux éditions Albin Michel. Bonjour Mathilde Philippe Gay. Bonjour, bonjour à tous. La question posée comme ça, c'est vrai, a de quoi peut-être un peu surprendre parce que, comme je le disais à l'instant même, on n'imagine pas la chose pouvoir se faire dans un délai assez bref en tout cas. Oui, et pourtant elle est possible, hein. C'est ça qui est curieux et pour la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, tout simplement parce que à chaque fois qu'un chef d'État doit être jugé, eh bien on commence par dire que c'est impossible, et pourtant finalement on commence à avoir beaucoup d'exemples. Je pense par exemple à Milosevic. Milosevic, je pense qu'en 99, tout le monde disait c'est impossible de le voir jugé, de le voir arrêté par sa propre police, et pourtant il a été arrêté par sa propre police et jugé par un tribunal international. Donc c'est une réalité hein, qui est en train d'arriver. Il y a 15 jours, donc j'étais à Kiev avec les membres du gouvernement ukrainien et de nombreux représentants d'institutions internationales et de pays. Et donc voilà, le processus est en marche. Alors non pas par vengeance. C'est ça qui est intéressant, mais parce que la justice est une idée que je développe justement dans le livre que l'on est en train de perdre. On est en train de perdre un petit peu l'intérêt de la justice. Et donc c'est pour ça que je commence par poser la question, pourquoi ne pas assassiner Vladimir Poutine? Et donc il y a tout un chapitre sur cette question pour bien expliquer à quoi sert la justice. Donc l'idée n'est pas évidemment l'assassinat, mais l'idée est la justice, le jugement. Exactement. Pourquoi un jugement? Et donc, je commence en fait ce livre, donc qui est un livre sur la justice, s'adresse en réalité à des victimes. J'ai écrit à une victime ukrainienne, dont c'est une maman Mhm. dont la petite fille a subi l'horreur absolue. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit, mais pourquoi voulez-vous à tout prix juger Vladimir Poutine alors que ce n'est pas lui qui a touché mon enfant avec son corps, voilà, qui l'a heurté avec ses mots, qui a tout fait pour la détruire? Pourquoi est-ce qu'on jugerait Vladimir Poutine? Et donc, au fur et à mesure de ce livre, je lui écris et j'ai compris avec elle, en échangeant avec elle, exactement à quoi servirait ce jugement. Voilà, donc c'est vraiment très important pour les victimes, pour la société également, mais aussi pour la paix de demain. Et je crois que là, vos auditeurs doivent vraiment s'en rendre compte. Les soviétiques, donc les Russes, ont tout fait pour mettre en place un crime en droit international qui s'appelle le crime d'agression. C'est un crime russe. Il est dans le code pénal russe, il est dans le code pénal ukrainien et biélorusse. C'est vraiment un crime russe. Ce crime, c'est mener une guerre illégale, parce qu'il faut savoir qu'il y a des guerres qui sont légales et des guerres illégales. Et donc, mener une guerre illégale, les Russes ont tout fait pour que ce soit un crime qui puisse être reproché au plus haut niveau, en particulier aux chefs d'État. Ils ont également contribué à mettre en place des juridictions qui ont jugé des chefs d'État dans le passé, des chefs d'État de tous les continents. Donc, c'est un crime russe. Si jamais on ne l'applique pas aux Russes eux-mêmes, qui ont tout fait pour qu'il entre dans le droit international, et leurs juristes sont des juristes vraiment de haute qualité, en particulier donc Trenin, celui qui a inventé ce crime, c'est vrai que c'est très important parce que sinon demain les chefs d'État sauront qu'à partir de maintenant, on peut effectivement mener une guerre illégale sans avoir aucune sanction, alors même que c'est le pays qui a mis en œuvre ce crime. Mais Mathilde Philippe Gay, l'option que vous retiendriez donc, c'est que Vladimir Poutine soit jugé dans son propre pays. Non, alors il devrait être jugé logiquement par une juridiction internationale. Hein. Ce crime d'agression a été mis en place pour le droit international, pour les juridictions internationales. Donc ce sont les soviétiques qui ont poussé pour qu'il soit intégré dans le statut de Nuremberg. Lorsqu'on a jugé les dirigeants nazis, ils l'ont été pour justement crime contre la paix, c'est le crime d'agression.
Et ensuite, c'est vrai que ce crime s'est développé, ça a mis du temps, il n'est en place dans la justice pénale internationale permanente, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, il n'est finalement en place que depuis 2018. Hein. C'est pour ça que c'est assez récent, c'est pour ça qu'on n'a pas pu juger, par exemple, George Bush pour crime d'agression, parce que lui aussi l'avait commis finalement, alors que les Russes le dénonçaient à l'époque. Hein. Ils dénonçaient Oui. George Bush avec les mêmes arguments que l'on utilise aujourd'hui contre Vladimir Poutine. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et donc, on n'a pas pu le faire à l'époque parce que le crime n'était pas en place. Il l'est désormais, c'est très récent, mais c'est vrai que malheureusement, il perdrait toute crédibilité s'il n'était pas appliqué à ce premier cas qui surgit depuis qu'il est en place, et surtout pour les Russes, ce membre du Conseil de sécurité dont les juristes ont tout fait pour mettre en place ce crime qui, encore une fois, a pour viser la paix mondiale. C'est-à-dire que quand quelqu'un déclenche une guerre, un haut dirigeant, il a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Évidemment, les premiers sont militaires, on est bien d'accord. Mais c'est bien documenté, toutes les mémoires des chefs d'État le montrent. On sait également que le risque judiciaire, le risque d'être arrêté, de finir ses jours en prison, est également un paramètre. Et donc, il faut absolument le prendre en compte. Juste, J'ajoute oui, Oui, juste une petite allez-y. question sur la Mhm, manière dont les choses se sont constituées. Quand vous dites que justement c'est l'Union soviétique qui a édifié ce chef d'accusation, ce crime d'agression, comment mhm, articuler cette évolution, cette proposition en matière de droit, alors que l'Union soviétique est intervenue à plusieurs reprises dans des pays qu'elle a colonisés, on peut mhm, dire les choses comme ça, à Budapest ou à Prague par tout à fait. exemple, et de manière violente, et qu'on pouvait supposer que c'était aussi une forme d'agression. On est bien d'accord. Alors donc, c'est justement tout ce qui concerne la colonisation, c'est-à-dire que c'était un pays colonial et l'Ukraine, la guerre en Ukraine est une guerre en fait de recolonisation, c'est-à-dire l'idée que cela ferait partie de la nation, la grande Russie, ça ferait partie de la grande nation russe. Alors pourquoi est-ce que finalement ça reste quand même un crime russe? Il faut savoir que ce n'est pas que l'Union soviétique qui a mis en place ce crime. En fait, les Russes sont majoritairement à l'origine du droit international lui-même, celui qu'ils veulent appliquer aux autres. C'est vrai qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes, mais ils passent leur temps à l'appliquer aux autres. Et depuis le 19e siècle, depuis les différents empereurs russes ont tout fait pour construire ce droit international qui pénalise les guerres dites injustes et en particulier qui pénalise le crime d'agression. Donc c'est pour cela qu'effectivement il y a une contradiction entre leur comportement et le fait qu'ils l'appliquent aux autres. Si vous voulez, la Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité, ne s'est jamais opposée, a toujours voté pour la constitution des juridictions pénales internationales antérieures qui ont jugé des chefs d'État. Pour le Cambodge, pour le Tchad, enfin au Sénégal, etc. Il y en a, vous le savez comme moi, il y en a eu de nombreuses. Eh bien, la Russie a toujours voté pour ces tribunaux, pour que ces tribunaux soient mis en place pour les autres, pour les chefs d'État des autres. Et donc c'est important aussi pour l'Afrique, parce que se dire que les grandes puissances peuvent échapper à ce type de jugement, alors que les chefs d'État africains, eux, sont majoritairement jugés avec le soutien de la Russie, c'est vrai que c'est très important de pouvoir dire que les grandes puissances aussi se font appliquer les règles qu'elles déterminent pour les autres. Mais Donc vous je le suis tout à dites, fait d'accord avec vous, il y a une contradiction. Hein. Mathilde Philippe Gay, vous le dites, tant qu'il sera président, et il a tout fait pour pouvoir le rester jusqu'à la fin de sa vie, au moins Mhm. jusqu'en 2036, Vladimir Tout à Poutine fait. sera protégé contre toute poursuite devant des juridictions nationales étrangères pour les crimes qu'il a commis en Ukraine et qui engagent sa responsabilité individuelle. Autrement dit, il y a une forme d'immunité qui, dans l'état actuel des choses, perdure. Donc il y a Oui. aucun espoir qui, vu son statut, permettrait que la chose se fasse. Alors si, parce qu'en fait, il est protégé devant les juridictions nationales. Attention, devant les juridictions étrangères. La France, demain, ne peut pas dire je vais juger Vladimir Poutine, évidemment. En revanche, si ce droit international pénal que la Russie a contribué à construire a justement pour objet de juger les hauts dirigeants qui sont protégés, et c'est normal, devant les juridictions nationales, mais de les juger devant des juridictions internationales. Donc devant les juridictions internationales, il n'y a pas d'immunité qui compte s'il y a des crimes internationaux qui sont commis. Et pour que vos auditeurs comprennent bien ce que c'est que ce crime d'agression. Le crime d'agression, donc je vous l'ai dit, c'est juger quelqu'un pour avoir mené une guerre illégale, mais c'est le crime qui entraîne tous les autres crimes. Sans l'agression,
sans cette guerre illégale, sans cette décision de mener la guerre, eh bien, il n'y a pas les viols de petites filles, comme malheureusement j'ai rencontré, ce que j'explique dans le livre. Il n'y a pas également les crimes de guerre, les différents crimes de guerre. Il n'y a pas les crimes contre l'humanité. Il n'y a pas ce barrage qui saute. Il n'y a pas toutes ces horreurs, la torture, etc. Si vous voulez, le crime d'agression, c'est celui qui entraîne tous les autres. Donc c'est vraiment un crime particulièrement important. Et la justice pénale internationale est construite pour éviter les crimes internationaux et pour juger les hauts dirigeants. C'est vraiment son objectif. Et juste une chose, c'est que l'on peut arrêter Vladimir Poutine. Je vous ai cité le cas de Slobodan Milosevic. Mais en réalité, il y a 3 possibilités. D'abord, vous avez peut-être remarqué que Vladimir Poutine ne peut plus se déplacer à l'étranger. Il a une liste de pays, c'est à peu près entre 8 et 10, dans lequel il est à peu près sauf. Mais dans le reste du monde, qui applique le droit international, il ne peut plus se déplacer, car sinon il sera arrêté. Donc ça déjà, cela limite quand même son champ de compétences. Et puis la deuxième chose, c'est que cela mène à la trahison. C'est vrai que dans ses troupes, on sait très bien qu'il a ses mandats d'arrêt, qu'il a ce risque judiciaire. Et donc, on l'a vu par exemple à Nuremberg, avec les nazis, à partir du moment où on a mis en place le jugement, eh bien, les nazis entre eux se sont mis à se trahir mutuellement. Et donc, il prend un risque également à l'intérieur de ses frontières, qu'à toute personne qui voudrait sa place sait très bien qu'il a cette faiblesse et qu'il peut être remis à l'étranger. Donc attention, il ne faut pas se dire qu'il ne peut pas être arrêté. Au contraire, plus le temps passe et plus l'arrestation est possible s'il est en vie, évidemment, à la fin de la guerre, etc. Hein, parce qu'il y a aussi le risque qu'il soit évidemment tué ou qu'il décède. Hein, on est d'accord. Mais s'il est en vie, eh bien, il peut être arrêté. C'est une certitude par rapport au cas précédent. Il y a eu beaucoup de cas, comme je raconte dans les livres. Et j'essaie de les raconter un peu de manière dans un récit pour que ce soit un petit peu facile à lire. Donc, il y a des cas précédents, évidemment. Sur la qualification du crime d'agression, c'est quand même... Alors certes, militairement, on peut tout à fait étayer les choses. L'armée russe a attaqué à tel moment, etc. et dater et remonter le fil chronologique. Mais les Russes ou certains Russes vous diront que la guerre n'a pas commencé en 2022 mais en 2014 et que par conséquent, ils vont renverser la charge et que Vladimir Poutine n'a fait que répondre à une agression ou à une manipulation des Américains en particulier en Ukraine, etc. Vous voyez, on n'en sort pas. Oui, alors en fait, c'est pas vraiment ça ne comptera pas, si vous voulez. Ce qui compte, c'est de savoir s'il y a eu agression ou pas. Et donc, je vous rejoins, puisque les faits d'agression remontent, en réalité, l'enquête remonte à des faits de 2014. Hein. Donc, on est d'accord que l'agression russe de 2022 est importante, mais le mandat en fait du procureur de la Cour pénale internationale d'enquête remonte en fait à 2014. Donc, je vous rejoins totalement. Et c'est pas vraiment ce qui va rentrer en ligne de compte. Ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est la guerre est-elle légale ou illégale. Et Donc, quelle est la parmi les différence entre guerres les deux? légales, voilà. Parmi les guerres légales, les 2 grands cas, c'est une guerre autorisée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il y a des possibilités de le faire autoriser, mais vous comprenez bien le problème. Nous avons ici un membre du Conseil de sécurité, donc la guerre en Ukraine donc n'a pas été autorisée par le Conseil de sécurité, elle n'a pas été condamnée d'ailleurs non plus, mais en tout cas elle n'a pas été autorisée. Donc ça c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Et donc c'est ce qu'a essayé de plaider Vladimir Poutine, c'est de dire qu'il y a une légitime défense. Or la légitime défense c'est extrêmement encadré, et alors là encore c'est l'ironie de l'histoire. Ce sont les Français et les Russes qui ont contribué aussi à définir un peu ce qu'était la légitime défense au moment de la guerre en Irak, lorsqu'ils ont critiqué les États-Unis pour vouloir donc envahir l'Irak exactement sur les mêmes motifs utilisés aujourd'hui par Vladimir Poutine. Et donc ce qu'on sait, c'est que la légitime défense, déjà, elle est c'est vraiment sur une période de temps très brève, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité se réunisse. Donc là, on n'est vraiment plus dedans. Et puis, elle doit être proportionnée et justifiée. Donc sur la proportion, on ne l'a pas du tout au regard des précédents. Là, je vais peut-être pas vous détailler pour pas être trop technique, mais par contre, sur la légitimité, eh bien là encore, il n'y a eu aucun soutien du Conseil de sécurité ni de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc on est sur le caractère illégal de la guerre, c'est une certitude. En revanche, Vladimir Poutine est présumé innocent. Ce n'est pas parce qu'il doit être jugé, qu'il ne sera pas présumé innocent, il pourra se défendre avec un avocat, etc. Et sa défense portera plutôt sur le lien entre la guerre illégale et sa décision à lui. Voilà, donc il y a des preuves qui s'accumulent que c'est bien lui qui a pris la décision, mais il pourra bien sûr se défendre en disant que ce n'est pas lui, que c'est le ministère des Affaires étrangères, qu'il a eu des... Enfin, après, je ne connais pas très bien sa défense, mais on peut imaginer, il pourra dire qu'on l'a trompé, etc. Là, la défense
sera entendu. Mais en revanche, ça ne portera que sur le caractère illégal de la guerre et surtout le lien entre sa décision et ce caractère illégal, pas le reste. Mathilde Philippe-Gay, est-ce que la peine de mort pour la justice internationale est recevable? Et non. Et donc c'est d'ailleurs le premier chapitre, hein, lorsque j'explique justement pourquoi les chefs d'État sont protégés. Non, il n'y a pas de peine de mort en droit international. Alors il y a eu une peine de mort. Vous savez certainement que la plupart des dirigeants nazis jugés à Nuremberg, en tout cas ceux qui ont été reconnus coupables, ont été pendus ou fusillés. Hein. Donc effectivement, elle existait, mais elle n'est considérée comme plus recevable depuis les années 90. Et donc Vladimir Poutine risque plutôt, comme les chefs d'État qui ont été jugés avant lui, la réclusion criminelle à perpétuité. Mais Je dois dire quand même, oui. on garde en mémoire quand même l'issue, justement, puisque vous parliez de Slobodan Milosevic, pour le moins Mhm. trouble de la vie et des circonstances quand même troubles dans lesquelles est mort Slobodan Milosevic. Et puis il y a la fin de Saddam Hussein aussi. Exactement. Ça fait Donc quand même deux Saddam Hussein, en cas, fait, c'est-à-dire c'est que un faux. la justice internationale n'a pas Alors attention, forcément fait Saddam la Hussein, c'était pas la démonstration de justice son bon internationale. fonctionnement. Hein. Oui, alors Saddam Hussein, il a été jugé en Irak avec une juridiction qui est très, très contestable et qui Oui. n'est absolument pas internationale. Alors, pour le Hmm. coup, ce n'est pas de la justice internationale et je la dénonce dans le livre également. C'est une juridiction qui a été montée avec les Américains, qui était censée être nationale et avec un droit mixte américain et irakien. Les avocats ont été assassinés au fur et à mesure du procès. Saddam Hussein a été condamné à mort et pendu après un procès dont on peut vraiment contester la procédure, donc je vous rejoins complètement. Mais ce n'est pas de la justice internationale, ça c'était une juridiction nationale avec du droit américain. En revanche, Slobodan Milosevic, oui, une enquête interne, il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées sur sa mort et les enquêtes, je ne parle pas ici de rumeurs ou autres, Mhm. les enquêtes ont toutes prouvé qu'il était mort de mort naturelle dans sa cellule. En revanche, ce qui est déplorable, c'est qu'effectivement le procès n'était pas terminé. Donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout et on n'a pas pu avoir le verdict puisque effectivement il est décédé dans sa cellule avant. Et le risque est grand pour Vladimir Poutine. Il atteint les 70 ans. Les rumeurs, là encore, là pour le coup je n'ai pas d'enquête là-dessus, mais vous savez très bien qu'il y a des rumeurs sur sa santé. Donc effectivement on prend le risque avec Vladimir Poutine qu'il puisse finalement ne pas être vivant à la fin du procès. Mais si j'ai posé la question peut-on juger Poutine, c'est aussi parce qu'en réalité, et ça se voit dans le livre, l'idée c'est de juger les hauts responsables, alors russes en particulier pour la guerre d'agression, mais on est d'accord que dans cette guerre il y a d'autres parties, il y a la Biélorussie, il y a l'Ukraine. Attention, c'est bien ce que je dis dans le livre, les crimes internationaux Mhm. qui sont commis, quelle que soit la nationalité de ceux qui les commettent, entraînent la responsabilité des hauts dirigeants. Et on est bien d'accord sur le fait que cette responsabilité, évidemment, j'axe sur Poutine parce qu'il faut bien poser la question et que c'est ça qui est intéressant de réfléchir à travers son cas à lui, mais j'explique bien que d'autres hauts dirigeants peuvent également être mis en cause. On est bien d'accord, en particulier en Russie. Ça serait la première fois que le chef d'État d'une puissance nucléaire serait jugé. Oui, exactement. Puisque pour l'instant, les chefs d'État qui ont été jugés, je le disais, ont été de toutes les couleurs de peau et sur tous les continents, mais en revanche, jamais une puissance nucléaire. Et donc en fait, c'est très important pour la justice pénale internationale qui, comme je vous l'ai dit, a pour objectif de juger justement les hauts dirigeants. C'est son rôle pour les plus graves crimes. Vous savez, quand on parle de crimes contre l'humanité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Crime contre l'être humain. C'est le fait de ne plus traiter une personne comme un être humain. C'est de la considérer comme un objet ou comme un animal et de la traiter comme telle. C'est épouvantable, d'accord ? On parle ici des plus hauts crimes. Et donc la justice pénale internationale est là pour juger ces plus hauts crimes, les plus hauts responsables de ces plus hauts crimes, non pas le soldat de base, si vous voulez, qui obéit aux ordres et qui lui aussi a un risque, évidemment, il y a un risque judiciaire pour lui devant les juridictions nationales. Mais là, on est devant le donneur d'ordre, celui qui quand même porte la plus haute responsabilité. Mais quand, Mathilde Philippe-Gay, Oui. quand un chef d'État, en l'espèce donc Vladimir Poutine, décrète, c'est le terme utilisé, qu'une opération spéciale doit intervenir pour, si je décrypte son langage, rétablir l'ordre d'une certaine façon en Mhm. Ukraine, il ne donne pas de consigne particulière de torturer qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous allez Tout pouvoir à fait, mais là c'est le crime démontrer d'agression. Alors ici, voilà. on est dans le crime d'agression. Alors moi, je suis pas du côté de l'accusation, je suis du côté de ceux qui sont en train de monter la juridiction. Mais après, encore une fois, il est présumé innocent. Par contre, ce que je voulais vous dire, oui, c'est c'est le crime d'agression qui lui est reproché, pas le fait, pas pour Mmh. l'instant des crimes de torture. Si
Si le procureur de la Cour pénale internationale trouve un lien entre des ordres pour que la torture soit commise et Vladimir Poutine, là, il y aurait un mandat C'est d'arrêt ça. contre lui pour cela. Mais on n'en est pas là, hein. Ici, il y a deux types de crimes qui lui sont reprochés. Un pour lequel il a déjà un mandat d'arrêt, c'est un crime de guerre, celui de la déportation d'enfants. Donc c'est celui qui est reproché devant la Cour pénale internationale. Et celui qui va bientôt lui être reproché, c'est le crime d'agression, d'avoir mené une guerre illégale. Pour l'instant, il n'est pas question de lui reprocher la torture ou les viols ou autres, mais encore une fois, le crime d'agression porte en lui Oui. les autres crimes internationaux, hein. Mathilde Philippe-Gay, comment, si on raisonne de manière un petit peu pratique, si une procédure, puisque là, il y a des chefs d'accusation, Mhm. si une procédure devait aboutir, comment la chose pourrait-elle s'enclencher? Vous voulez dire alors d'abord, comment est-ce que ça commence? Alors, Voilà. tout commence par un mandat d'arrêt, donc il en a déjà un devant la Cour pénale Donc, quelle est internationale. l'étape suivante? Alors, l'étape suivante, c'est justement l'arrestation ou le jugement par contumace, donc qui est possible en droit international, mais je fais partie des personnes qui ne défendent pas cette option, bien que je la comprenne, mais je pense qu'elle n'a pas vraiment le même sens. Donc, soit un jugement par contumace, soit une arrestation, et ensuite, donc, il comparaît devant la juridiction, il se défend avec des avocats jusqu'au verdict. Et il faut savoir qu'il y a des chefs d'État déjà qui ont été acquittés. Attention, hein, demander justice, ce n'est pas demander la réclusion criminelle à perpétuité d'office. C'est considérer que la personne est présumée innocente, donc il se défendra, il y aura un verdict, il sera soit acquitté, soit il sera condamné à la prison ou jusqu'au bout à la réclusion criminelle à perpétuité et transféré dans un centre de détention. Donc selon les autorités qui seront à Moscou plus tard, ce sera soit dans son pays, soit à La Haye vraisemblablement. Une question, Voilà. une dernière question un petit peu annexe peut-être, mais la Russie, c'est un petit peu comme les banques, hein, c'est un peu too big to fail. Si Vladimir Poutine chute, si une puissance nucléaire se retrouve peut-être au bord du chaos, c'est dangereux pour tout le monde, non? On est bien d'accord. Et en fait, ce qui m'inquiète plus, en fait, c'est pour ça que Vladimir Poutine est dans le livre, mais c'est de savoir qui va prendre la suite de Vladimir Poutine. Je crois que c'est ça la question, parce que Hmm. cette personne, vraisemblablement, le livrera, si jamais il n'est pas tué, hein, c'est ce qui est possible, elle le livrera à la justice. Mais la question, c'est qui sera cette personne? Est-ce qu'elle sera plus belliqueuse que Vladimir Poutine? Quel sera son objectif? Comment, effectivement, quel sera son rapport à l'arme nucléaire? Effectivement, tout cela est très angoissant. Mais la justice pénale internationale, si vous voulez, n'est pas vraiment déterminante de ce point de Hmm. vue-là. Ce qui est embêtant, c'est de savoir qui sera cette personne. Il y a beaucoup de candidats, vous l'avez vu, et qui Merci. l'emportera, ça c'est la question. Merci beaucoup Mathilde Philippe-Gay, professeure des universités en droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3, juriste. Peut-on juger Poutine aux éditions Albin Michel, invité de la rédaction? Merci beaucoup.